Jean Bricmont, bonjour. Bonjour Vincent. On a dernièrement Alain Soral qui a fait un séjour de 48 heures en garde à vue et qui a été mis en examen. Qu'est-ce que ça suscite chez vous comme réaction? Beaucoup de choses. D'abord, les chefs d'inculpation, enfin de ce que j'en ai vu, ne sont pas très clairs. Il paraît qu'ils portent atteinte aux intérêts supérieurs de la nation. Alors ça, je trouve ça très comique, quoi. Parce que les attributs de la souveraineté, d'après Jean Bodin, c'est décider de la paix et de la guerre, faire les lois, avoir des frontières, abattre monnaie. La France n'a plus de monnaie. Les frontières, à part dans l'histoire du Covid, c'est Schengen. La paix et la guerre, c'est l'OTAN. Et la législation, c'est Bruxelles. Donc, la souveraineté de la France a disparu. Donc, je ne sais pas très bien quels intérêts supérieurs de la nation Soral met en question. Donc, si tu veux, évidemment, il y a chez Soral, je sais, il était poursuivi pour insultes et diffamation. Ça, c'est pas couvert par la liberté d'expression. Mais on mélange les faits et les actions. Ce qui est d'ailleurs typique des gens qui attaquent la liberté d'expression, c'est qu'ils essayent toujours de ramener les paroles à des actions de façon à pouvoir criminaliser. Parce qu'évidemment, les actions, si tu voles, si tu tues, c'est pas couvert par... c'est répressif, ça peut être réprimé dans tous les systèmes. Et donc... Bonjour les amis, c'est Pascal Tréfingui, comment allez-vous? Bien écoutez, si vous aimez cette chaîne, abonnez-vous afin de recevoir les notifications. Si vous aimez cette vidéo, likez-la, et si vous la dislikez, c'est un très mauvais karma pour vous. Non, je rigole. Alors, il y a certaines personnes qui me suivent dans les 35 000 pratiquement personnes qu'il y a sur, je crois, 37 000 sur les deux chaînes ensemble. Il y a des personnes qui me suivent depuis le mois de décembre quand j'ai ouvert cette chaîne. Et puis, ils savent que dès le mois de février, je vous ai mis en garde sur l'arrivée du coronavirus en Europe, qu'il y aurait des vrais morts et des faux morts. Et je vous avais expliqué comment, en réalité, la contamination avait commencé à Fort Detrick, aux États-Unis, comment elle avait été amenée à Wuhan, que ce virus avait été accéléré en laboratoire, et comment la population chinoise avait été infectée. Et de la Chine, comment les athlètes du monde entier avec les Jeux interarmées de Wuhan avaient été, à leur tour, le monde entier avait été infecté et que les militaires qui étaient venus en Europe, américains, avaient infecté une grande partie de l'Italie. Je vous avais aussi expliqué que c'était lié donc au programme de la fondation Rockefeller, et puis je vous avais donné la plupart des informations qui sont disponibles en même temps au moment où tous les lanceurs d'alerte, entre guillemets, et je ne sens pas du tout faire partie de l'un d'eux, vous disaient que c'était un grand malheur qui arrivait et que les gens mouraient par milliers, etc. Alors petit à petit, ils ont changé en cours de route, ils sont toujours sur les abonnés qu'ils ont capitalisés à vous dire qu'il n'y aura pas de deuxième vague, et moi je vous assure qu'il y aura bien une deuxième vague. Elle sera avec une enzyme, comme je vous l'avais déjà annoncé au mois de mars, qu'il y aurait 3 vagues, une vague avec un coronavirus et une simulation, une vague avec une enzyme et une simulation, et une vague avec une simulation aussi, mais qui serait aéroportée, donc avec une pulvérisation de barium, beryllium et aluminium au niveau mondial, afin de provoquer des symptômes qui sont ceux du coronavirus, le tout étant couplé avec l'installation de la 5G. Bien entendu, j'ai été beaucoup critiqué, ma chaîne a striké pour 3 mois, puis YouTube s'est révisé, etc. Vous avez suivi un peu toutes mes aventures de ces derniers mois. Bien maintenant, je suis à nouveau pour vous annoncer avant tout le monde et la vérité. Il suffit d'avoir comme moi des informations qui viennent directement de Chine. En Chine, c'est la grande catastrophe. Il y a de plus en plus de villes qui sont fermées à cause de cette enzyme. Cette enzyme, elle a été déversée depuis l'Europe, puisque la souche est européenne et correspond au coronavirus européen. Ce n'est pas du tout la même souche que la souche qui avait affecté la Chine l'année dernière. Et cette souche, elle est du coronavirus européen. Il est aussi muté, accéléré, et il se met à s'attaquer au niveau digestif à la population chinoise. Il y a déjà 7 villes qui sont fermées et on parle déjà d'1 demi-million de personnes qui ont été touchées. Évidemment, on est dans le cadre aussi de grandes inondations en Chine. Le Parti communiste a plutôt bien communiqué depuis le début. Il a suivi les prescriptions de l'OMS. Et il s'en est détaché, c'est-à-dire à la fois il a obéi à l'OMS et à la fois il a suivi ses propres méthodes. C'est un petit peu ce qu'ont fini par faire les Italiens, sans doute aidés par les Chinois et les Russes, qui ont dit il faut obéir à l'OMS, mais il faut quand même faire comme on veut.
Donald Trump, eh bien, a fait exactement l'inverse. Il a beaucoup critiqué l'OMS, il a supprimé son financement, puis il a fait exactement ce que disait l'OMS, et puis il a fini par faire ce que faisaient les Chinois et les Italiens, c'est-à-dire essayer autre chose avec d'autres types de médicaments, mais avec un très grand effet au niveau de l'économie, parce qu'il fallait surtout pas faire comme ce qui a été fait, c'est qu'il fallait fermer très fort au début le pays en empêchant les gens de l'étranger de rentrer, ce qui généralement a été fait en Afrique. Et puis ensuite, il fallait, à partir du moment où le virus était installé, laisser l'immunité générale se faire et puis les gens tous contaminer les uns les autres. C'est ce qu'on est en train de faire nous au Brésil. Hein. On veut tous se contaminer les uns les autres pour faire baisser la charge virale de cette enzyme et de ce coronavirus et de cette enzyme. Cette enzyme, elle a déjà été déversée ici. Il y a plusieurs personnes qui ont dû la ramener de plusieurs endroits du monde. Et elle a très certainement aussi été déversée sur les poissons crus importés d'Europe et des États-Unis, d'Alaska. Donc nous, on fait des Covid parties où on sait comme c'est une enzyme digestive, on se coule des pelles. Donc on se fait ça dans le milieu gay pour protéger les plus faibles d'entre nous, qui ont le système immunitaire le plus bas à cause du HIV. Moi, j'étais malade 24 heures. Maintenant, à nouveau, je pète le feu. Donc je confirme bien qu'il s'agit d'une enzyme avec les mêmes symptômes que ceux que j'avais eu au moment du coronavirus, c'est-à-dire d'abord les yeux qui brûlent, et puis ensuite des sensations de soif et une perte de goût. Donc il semble qu'on soit exactement avec la même souche, hein, mais avec des mutations accélérées en laboratoire, fait très certainement aux États-Unis dans le laboratoire de Fort Detrick, qui avait été d'ailleurs fermé après avoir contaminé 1400 soldats, dont une partie était allée comme athlète à Rouen. Donc pour appuyer mes propos, parce que j'aime bien sourcer, je vous mets des images sous-titrées de la télévision, d'une télévision privée chinoise, de Chinois à l'étranger, qui est assez critique sur le régime chinois, mais qui donne grosso modo les informations que moi j'ai de Chine. Le Parti communiste a tendance à minimiser, hein, c'est normal, hein, pour pas affoler les personnes, et parce qu'on n'a pas des chiffres exacts entre les personnes contaminées, les personnes malades et les personnes mortes. Hein. Il y a de la comorbidité, on ne sait pas exactement où on en est. Mais il y a bien une seconde vague en Chine, et je vais vous mettre les images à la suite pour vous l'établir. Voilà. On se retrouve tout au long de la semaine pour de nouvelles informations. Comme bien souvent, les informations que je vous donne, c'est des informations qui sont inédites ou triées sur le volet, et puis avec une autre façon d'analyser les choses, qui est l'analyse synarchique, c'est-à-dire que moi je suis pas décoloré, moi j'aime pas les jeunes femmes, et moi je suis pas un escroc, donc si vous voulez aller sur les chaînes à grand budget qui vont se retrouver au tribunal après avoir attaqué l'État et d'autres ou qui sont dans l'escroquerie, allez chez eux. Si vous voulez de la bonne, je critique pas les autres, c'est parce que j'ai été beaucoup critiqué, c'est aussi et je me suis fait traiter d'agent du système, qu'on allait me poursuivre au tribunal. N'empêche que moi la vérité, je l'ai dit depuis le début, et que les informations, je les ai parce qu'elles viennent de Chine. 2, parce que j'ai de très bons contacts dans les milieux militaires. Vous avez vu, je vous ai mis un document du service de l'armée française, hein, des officiers de réserve et des sous-officiers de réserve français. Donc moi, je travaille avec le milieu militaire et le milieu du renseignement. Les informations que je vous donne, elles sont fiables, elles viennent des plus hautes autorités de l'État, enfin en tout cas des gens les plus capables au sein des États, que ça soit au Brésil, en France ou aux États-Unis. Et en Chine, moi je n'ai jamais caché être en contact avec des gens du renseignement, j'en ai fait partie à un moment de ma vie. Généralement on a de bons contacts entre nous et on a une vision qui est assez désabusée, 1 sur la perversité des gens qui nous gouvernent et 2 sur l'imbécilité des peuples qui se laissent gouverner par cette bande de malades mentales. Je crois qu'on est bien placé pour pouvoir observer les deux. Voilà, je vous souhaite bien le meilleur pour aujourd'hui, et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous laisse voir ce qui est en train de se passer en Chine, et je vous assure que la deuxième vague, elle sera bien là, et les gens qui vous disent qu'il n'y aura pas de deuxième vague sont de sacrés menteurs. Mais ils vous ont menti au début de la pandémie. Ils sont revenus en pédalant pendant la pandémie. Ils ont toujours pas compris, et vous verrez que quand la deuxième vague sera ici, ils vont paniquer au début après avoir rien fait en disant que c'est pas vrai. Hein. Au début, ils vous disaient qu'il y avait rien qui arriverait de Chine. Après, ils se sont mis à paniquer, puis après ils vous ont raconté toutes leurs histoires qu'on savait déjà avant. Hein. Vous allez voir, ça sera la même chose pour la deuxième vague. Pour l'instant, ils vous disent tous en cœur qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Après, ils vont paniquer comme des malades. Et puis ensuite, ils reprendront des informations que moi-même et d'autres on a dit depuis des semaines. Voilà.
c'est comme ça, la vie elle fonctionne comme ça. Il y a toujours les gens, moi je veux un autre système, il y a des gens qui se trouvent bien dans ce système-là, qui veulent pas le nouvel ordre mondial, parce que ça nuit leur goût pour les jeunes femmes, ça nuit à leur décoloration et leur perte de cheveux, et puis ça nuit surtout à leur petit business, et qui est bien lucratif. Quel que soit le côté de la Méditerranée, qu'on se trouve en Italie ou qu'on se trouve au Maghreb, on a toujours la même bande d'escrocs, c'est-à-dire les descendants d'Édom, quand ils sont pas un peu bâtardisés. Khazar, voilà, c'était une pitrerie. Chers amis, ici, c'est du costaud, c'est du militaire. Demain, on reviendra sur le cas de Magé, parce qu'il y a énormément d'informations qui sont confirmées par l'armée brésilienne et l'armée américaine et les plus grands ufologues américains. Et une fois de plus, franchement, en France, il y a vraiment des guignols, des chaînes de guignols à 140 000, 150 000 abonnés, mais qui sont quand même des chaînes de sacrés guignols. Voilà, allez passer une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne journée, cela dépend d'où vous êtes dans le monde. Et puis on se retrouve demain pour reprendre, eh bien, dans le détail, ce que je vous avais dit sur Magé, qui est entièrement confirmé, non seulement par les renseignements militaires, mais aussi par les plus grands ufologues états-unis. Des vrais ufologues, pas des bouffons qui font de l'ufologie sur YouTube. Ciao. Les réponses de la Chine suite aux décisions des États-Unis soulèvent des inquiétudes. Des affiches ont été posées à Pékin pour apprendre aux gens comment pénétrer dans les installations souterraines de défense aérienne après le déclenchement des alarmes. Dans les années 60, de nombreux réseaux de défense aérienne civile ont été construits dans les grandes villes. Cela a été fait pendant que le PCC se préparait à une guerre avec l'Union soviétique et les États-Unis. Alors que les inondations continuent autour du plus long fleuve de Chine, une nouvelle série d'inondations apparaît en amont, la plus importante jamais enregistrée cette année. En aval, la digue d'un grand fleuve a dépassé les seuils d'alerte, mais plusieurs restaurants, situés à l'intérieur des berges, sont toujours ouverts. Selon les médias publics chinois, l'épidémie du virus du PCC a refait surface la semaine dernière dans la ville de Dalian, dans le nord-est de la Chine, et s'est étendue sur 8 villes dans 4 provinces. Ma Xiaowei, le chef de la Commission nationale de la santé, a conduit une équipe à Dalian le lundi 27. Il a fait un voyage similaire il y a quelques mois, mais à Wuhan, l'épicentre de la pandémie. À Dalian, environ 100 trajets ont été suspendus jusqu'à présent. Les habitants de Dalian doivent obtenir un certificat de test négatif avant de monter dans un bus ou un train. Certaines vidéos montrent des passagers attendant dans une longue file pour se soumettre à un test de dépistage du virus. Dans certaines régions, les gens sont nombreux à attendre et la distanciation sociale n'est guère prise en compte. Par ailleurs, la situation au Xinjiang et à Hong Kong s'aggrave également. La capitale du Xinjiang, Urumqi, a été mise sous surveillance la semaine dernière et le nombre de cas confirmés continue d'augmenter. Un hôpital de fortune est en cours de construction. Selon les témoignages des internautes, la ville de Yining, au Xinjiang, a également été confinée. Une vidéo montre des personnes faisant des réserves de nourriture et de produits de première nécessité. Mais les autorités n'ont publié aucun avis. La ville de Yining est située dans le nord-ouest de la région autonome du Xinjiang. C'est le siège d'une partie des services de production et de construction du Xinjiang et de la police armée. Passons maintenant à Hong Kong et à la situation de l'épidémie sur les lieux. Le nombre de cas confirmés du virus du PCC à Hong Kong a fortement augmenté, dépassant la centaine en un seul jour pendant 6 jours consécutifs. Le nombre de décès a doublé en peu de temps. Les experts craignent que si dans les prochains jours le nombre de cas confirmés continue de dépasser la centaine, les unités d'isolement des hôpitaux publics seront pleines en moins d'une semaine. Des chiffres contradictoires au sujet des cas de contamination par le virus sont publiés dans la capitale chinoise. Un hôpital rapporte plus de cas de virus que tout Pékin réuni. Une autre province de Chine est actuellement en confinement. 400 000 personnes sont concernées. Une nouvelle alerte de niveau rouge a été émise en Chine centrale alors que des pluies torrentielles continuent de s'abattre sur la région. Les résidents locaux font face au danger. Le géant technologique chinois Huawei a reçu le feu vert pour construire un nouveau centre de recherche au Royaume-Uni. Un agriculteur chinois perd soudainement la légitimité de sa terre. L'agriculteur et sa famille y cultivent depuis 4 générations au cours des 60 dernières années. Le nombre de décès dus au virus dans le monde dépasse le demi-million. Près de 7 milliards de dollars sont récoltés pour lutter contre sa propagation. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Les autorités sanitaires chinoises affirment qu'elles isolent un comté situé à 150 km de Pékin et qu'elles verrouillent ses 400 000 habitants. Le comté, nommé Hanshin, utilisera les mêmes stratégies de confinement que Wuhan lorsque le virus a frappé la ville pour la première fois.
Selon l'annonce, toutes les collectivités du comté seront fermées et surveillées. Aucun véhicule ou résident extérieur ne sera autorisé à y entrer, et une seule personne dans chaque foyer sera autorisée à sortir de la maison pour acheter de la nourriture ou des médicaments. Le 22 juin dernier, seuls 12 cas ont été officiellement signalés dans le comté depuis le début de la pandémie. 11 d'entre eux sont liés au marché Xinfadi de Pékin, d'où provient le tout dernier foyer infectieux du virus. 2 jours seulement avant le verrouillage des accès, les fonctionnaires n'ont signalé aucun nouveau cas dans toute la province. Selon un document interne que nous avons obtenu, le service de prise en charge des cas de fièvre d'un hôpital de Pékin a signalé 26 cas de contamination par le virus le 17 juin. Mais ce même jour, la ville entière n'a signalé que 21 cas. À Pékin, il existe près de 80 unités de prise en charge des cas de fièvre dans les hôpitaux et les cliniques, dans lesquelles les gens peuvent être testés pour le virus. Cela signifie, selon le document, que les cas confirmés découverts par les 80 unités étaient apparemment moins nombreux que ceux découverts par un seul hôpital. Des conditions météorologiques de plus en plus inhabituelles semblent se produire en Chine. Le week-end dernier, une tornade est apparue soudainement dans la province du Hubei. La vidéo montre quelque chose qui s'enflamme au loin. Les flammes se développent rapidement tandis que des débris sont envoyés en l'air. On peut également entendre des gens crier. Cela fait suite à une autre tornade survenue la semaine dernière à Pékin. La colonne d'air noir, remplie de débris, a été filmée sur la vidéo en train de tournoyer violemment au-dessus d'un bâtiment. On entend un homme dans la vidéo qui la qualifie de très effrayante. Et il y a 2 semaines, une autre tornade a surpris les habitants de Pékin. La tornade a projeté une caravane mobile dans l'air. Les débris de la caravane détruite se sont répandus dans le ciel. Un nouvel avertissement d'inondation de niveau rouge a été émis en Chine centrale, cette fois concernant la ville de Yichang. De fortes pluies ont inondé la région le week-end dernier. Des pluies torrentielles ont frappé la ville de Yichang, dans la province du Hubei, samedi matin. En 3 heures, plus de 140 mm d'eau ont inondé la région. C'est la plus forte pluie jamais enregistrée au niveau local depuis 20 ans, et de nombreuses routes sont maintenant sous l'eau. La vidéo montre un motard qui lutte pour rouler à contre-courant. La moto a rapidement été emportée par les eaux. Heureusement, son conducteur a réussi à s'en sortir. Une voiture a également subi le même sort. Un autre clip montre que la montée rapide du niveau de l'eau a failli submerger une autre voiture, cette fois avec des gens à l'intérieur. D'autres se sont rapidement précipités à leur secours. Selon les médias locaux, le niveau de l'eau derrière le barrage des 3 Gorges avait déjà atteint un niveau critique la semaine dernière. À l'époque, il était déjà monté à 2 mètres au-dessus de son point d'alerte. Au sein de la montée rapide du niveau de l'eau du barrage, les habitants de la région se sont mis à spéculer sur le fait que le barrage fuyait en aval. Sur la base d'un document interne que nous avons réussi à obtenir, les autorités ont ordonné aux ouvriers du barrage des 3 Gorges de déverser de l'eau en aval le dimanche 28 au soir. À la question « Avant cette date, existe-t-il des documents similaires ordonnant la libération des eaux à ces endroits ?» la réponse n'est pas claire. Les 5 plus grands lacs de la province du Hubei ont tous dépassé les niveaux d'alerte de crue. Wuhan reste balayé par les fortes pluies et les inondations. Alors les amis, comme vous savez que j'aime bien vous donner la primeur, en particulier de tout ce qui est militaire, ce qui est lié au service secret, eh bien je vous annonce aujourd'hui, puisque nous sommes bien le 3 août, et en avant-première, ça va commencer à tomber dans les journaux d'ici quelques heures, qu'il y a 2 agents de la DGSI, donc le service de renseignement, de la DGSE, pardon, le service de renseignement de l'armée, qui viennent d'être mis en examen à Paris pour tentative d'homicide volontaire, après qu'ils aient été interpellés en possession d'armes au volant d'un véhicule volé fin juillet 2020. Donc l'information elle va tomber dans quelques minutes dans le Parisien. Donc il y a 2 agents de la DGSE qui ont été arrêtés dans un véhicule volé. Ils étaient en tenue d'infiltration, ils avaient des armes et ils s'apprêtaient à commettre l'assassinat d'une personnalité. Donc ils ont été placés en garde à vue. Et ils ont commencé à passer à table. Ils ont dit aux policiers qui les ont interpellés qu'ils faisaient partie de la section service action au sein de la DGSE et que donc ils étaient des tueurs. Les faits se sont passés le 28 juillet. Alors en réalité, c'est la section antiterroriste, la SAT de la brigade criminelle, donc de la police, qui va continuer les enquêtes. Donc on a bien une lutte en France entre la DGSE, c'est-à-dire le service de renseignement militaire, et la DGSI, le service de renseignement intérieur, qui dépend du ministère de l'Intérieur, donc plutôt
la police. Il est bien entendu que notre amitié va au service de renseignement militaire, aux patriotes de l'armée française, et qu'on compte évidemment sur eux pour faire le plus efficacement possible ce qu'ils ont à faire. Voilà, donc je vous donne l'information et puis je vous mets à la suite une vidéo qui va vous intéresser, je n'en doute pas, sur les assassinats de la République française, qu'ils soient commis par les services de renseignement militaire que les services de renseignement intérieur. Je vous le dis depuis des semaines, les Illuminati, les jésuito-Illuminati ne tiennent en France qu'à cause de deux institutions, le renseignement intérieur, auquel le renseignement de l'armée veut faire la peau, et le Grand Orient de France, qui est la courroie de transmission des Illuminati en France, et où est en train de se préparer, tout, égalité, réconciliation, Macron, tout a été créé là, SOS Racisme, et ils sont en train de vous créer avec ce cher Jean-Luc Mélenchon, la 6e République, après évidemment la 2e vague, et puis le grand reset, enfin tout ce qu'on vous promet avant les Jeux Olympiques de Paris. Voilà, je vous laisse voir ça à la suite, et puis une fois de plus, bien informé, et souvent avant tout le monde. Ciao. C'est le secret dans le secret. L'existence au sein même de nos services secrets d'une cellule encore plus secrète. Un petit noyau de tueurs qui ne peuvent être activés que par les plus hautes instances de notre pays, c'est-à-dire le président de la République. Mais attention, ces assassins d'État ne sont pas censés exister, et leurs faits d'armes encore moins. Ce sont les tueurs alpha. Ils ne figurent dans nul organigramme et aucun document administratif ne mentionne leurs activités. Et bien sûr, dans les archives officielles, on ne trouve pas trace des missions qui leur ont été confiées. Autre révélation, qui n'est pas moins étonnante, je l'ai trouvée dans un livre récent de mon confrère Vincent Nouzil, parmi les présidents de la Ve République qui ont eu recours au service de ces spécialistes de l'assassinat ciblé et extrajudiciaire, c'est François Hollande qui semble avoir été leur employeur le plus constant. Celui donc qui n'a pas hésité à secrètement condamner à la peine suprême les pires ennemis de notre pays. Et évidemment, il s'agit de terroristes coupables d'avoir donné la mort à quelques-uns de nos concitoyens et qui ont donc été châtiés en tant que tels. Bref, c'est l'application de la loi du talion au plus haut sommet de l'État. Mais, naturellement, François Hollande n'a pas été le premier président à agir ainsi. Et avant même la création du groupe Alpha au mi-temps des années 1980, d'autres chefs d'État ont usé et parfois même abusé de ce redoutable droit de vie ou de mort, exercé dans le plus grand secret et sans le contrôle d'une instance élue et donc représentative. Dans un instant, le coup de projecteur de Monsieur X. La Main Rouge, souvenez-vous, nous en avons parlé à plusieurs reprises. Oui, c'est une organisation contre-révolutionnaire qui n'était qu'un faux-né du SDEC, le service des renseignements de la France. Oui, une entreprise de camouflage grâce à laquelle le renseignement français pouvait perpétrer un certain nombre de mauvais coups sans risquer d'être accusé. Eh bien, lors des conflits coloniaux, surtout à l'époque de la guerre d'Algérie, la Main Rouge a exécuté entre 100 et 200 personnes. Oui. À l'initiative du pouvoir politique. Oui, des assassinats qui ont été autorisés par le Premier ministre Michel Debré, ou encore par l'éminence grise de l'Élysée, Jacques Foccart. Et donc, avec l'assentiment du général de Gaulle. C'est certain. C'est ce qu'on appelait dans les services spéciaux les opérations homo. Homo pour homicide, oui. Mais en dehors de ce cas très particulier de la Main Rouge, qui a mystifié l'opinion dans les années 1950 et 1960, il a toujours existé dans les services secrets des spécialistes de l'élimination de personnages dangereux ou embarrassants. Ouais, des tueurs officiels, si dûment autorisés à tuer, mais bien sûr dans la clandestinité, et sans que jamais le pouvoir ne reconnaisse avoir commandité ces meurtres. Et comment ça se passait alors? Et puis, qui étaient ces tueurs? Quand le pouvoir exécutif décidait de se débarrasser d'un individu, il pouvait compter sur le service action du SDEC. Ouais, le SDEC était l'acronyme de notre service de renseignement extérieur. Avant qu'il ne soit renommé DGSE en 1981, oui. Et c'était la direction de son service action, installé dans la banlieue parisienne, au fort de Noisy-le-Sec,
qui étudiait la demande et imaginait la meilleure méthode pour satisfaire le pouvoir. Vous avez dit imaginer. À dessein, parce qu'il est arrivé à ces spécialistes de l'assassinat programmé d'inventer des méthodes que n'aurait pas renié un James Bond. Des armes sophistiquées. Oui, comme des sarbacanes modernisées ou de surprenantes armes à feu. Mais plus subtilement, ces experts ont aussi beaucoup étudié les poisons. Ah, c'est plus discret, hein. Certes, mais leur utilisation est parfois délicate. Je vous rappelle pour mémoire, sans entrer dans les détails, l'assassinat en Suisse du leader nationaliste camerounais Félix Moumié en 1960. Pour des raisons matérielles, le tueur lui a fait ingurgiter 2 doses de poison. Ouais, au lieu d'une. Hein. Résultat, au lieu d'aller mourir discrètement dans son pays, Moumié est décédé en Suisse, ce qui a déclenché une enquête des autorités helvétiques et la déconfiture des agents français. Ouais, des agents qui étaient donc des hommes du service action du ZEC. Hein. C'est-à-dire généralement des militaires issus par exemple d'un bataillon légendaire, le 11e choc. Même si à l'occasion on a pu faire appel à des extras, des barbouzes de confiance, recrutés par exemple dans les milieux gaullistes. Mais la plupart du temps il s'agissait donc de militaires entraînés à la clandestinité et recrutés au sein de la base de Sercotte ou de la base des nageurs de combat de Kellern. Ça a été le cas tout au long de la guerre d'Algérie. Et quand la main rouge a aussi sévi. Hein. Mais problème, à la fin de la guerre, certains de ces tueurs ont préféré rejoindre l'OAS. Oui, parce qu'ils se sentaient plus proches idéologiquement des ultras de l'Algérie française. Et c'est là qu'on a eu recours à des barbouzes, mais enfin, passons. Sous De Gaulle, l'homme qui était le grand ordonnateur de ces meurtres d'État, c'était donc Foccart, qui fréquentait lui-même assidûment le centre d'entraînement de Sercotte. Et ces liquidations étaient en rapport avec la politique africaine de la France. Naturellement. Je vous ai parlé de Félix Moumié, mais on pourrait aussi évoquer en 1973 l'assassinat du Tchadien, Outel Bono, éliminé en plein Paris. Oui, alors que le général n'était plus au pouvoir. Mais Foccart, lui, était toujours en charge des affaires africaines, même si son étoile avait pâli sous Pompidou. Et ensuite, alors ? D'après ce que l'on sait, Valéry Giscard d'Estaing n'a jamais hésité à user de ce pouvoir discrétionnaire accordé implicitement au président de la Ve République. Implicitement, mais illégalement. Vous avez parfaitement raison. Alors Giscard, qui s'est beaucoup impliqué en Afrique, en Angola, au Zaïre et en Centrafrique, a certainement donné son feu vert à des opérations homo. N'oubliez pas que c'est un chasseur. Mais parfois, ces initiatives n'ont pas été couronnées de succès. Il n'a par exemple pas réalisé l'un de ses vœux les plus chers, se débarrasser de Kadhafi. Ouais. Alors venons-en à Mitterrand. C'est sous sa présidence que le système va évoluer. D'abord, dans un premier temps, il se comporte comme ses prédécesseurs. Et confronté au terrorisme proche-oriental, il a dû réagir très vite. Ça a commencé avec l'assassinat de notre ambassadeur de Lamar à Beyrouth en 1981. François Mitterrand a ordonné au service secret d'identifier les coupables puis de les liquider. Ce qui a été fait ? Oui, tous les responsables ont été éliminés. Mais c'était d'abord un message adressé à Faiz el-Assad, qui était vraisemblablement le commanditaire de l'assassinat de notre ambassadeur. D'autres actions de représailles ont été décidées, en particulier après le sanglant attentat qui a frappé les parachutistes français à Beyrouth. Dans l'immeuble nommé Drakkar. Oui, mais ces actions ont parfois échoué. Échec aussi, lorsqu'il s'est agi de punir les 2 chefs terroristes Carlos ou Abou Nidal. Des opérations homo avaient-elles été lancées ? Parfaitement. Le président Mitterrand avait donc décidé de les faire tuer. C'est exact. Mais il faut nuancer. Mitterrand ne donnait pas formellement un ordre, et surtout pas un ordre écrit. Cependant, quand il recevait en tête-à-tête le patron de la DGSE, il ne délivrait pas un véritable feu vert, mais il laissait entendre qu'il ne s'opposerait pas à une initiative de ce dernier. Ce qui équivalait à acquiescer. Mais sans le dire vraiment. Et ça nous amène directement à la désastreuse affaire du Rainbow Warrior, qui va conduire à un changement radical de la politique des opérations homo. À cause de ce grave échec, justement ? Oui, parce que les agents du SDEC, après avoir été accidentellement responsables de la mort d'un photographe, ont multiplié les gaffes et ont fini par être identifiés par les autorités néo-zélandaises. Ouais, ça, c'est naturellement le pire qui puisse arriver à un agent secret. En même temps, cette affaire illustre à la perfection la méthode Mitterrand. Il n'a jamais demandé à son ministre de la Défense de saboter le Rainbow Warrior de l'organisation Greenpeace. Mais
Quand Ernu a émis l'idée de neutraliser le bateau, il ne s'y est pas opposé et a donné toute latitude à son ministre pour agir au mieux, afin de sécuriser les essais nucléaires en Polynésie. Oui, c'est aussi une manière de se laver les mains, non? Parce que Mitterrand, lui, est passé à travers les gouttes. On peut effectivement voir les choses comme ça. En tout cas, l'échec des agents de la DGSE va pousser le pouvoir à réviser complètement sa façon de procéder. Et de recruter des tueurs. Exactement. À la fin de l'année 1985, donc tout de suite après le fiasco du Rainbow Warrior, il est décidé que les opérations Homo relèveront désormais d'un nouveau groupe spécialement créé au sein du service action de la DGSE. Mais quelle différence avec ce qui existait déjà, c'est-à-dire le service action? Il y en a d'abord une fondamentale. Ces nouveaux tueurs, si je peux parler ainsi, n'appartiendront pas réellement à la maison. Ce seront des isolés, sans véritable lien organique avec la DGSE. Et par conséquent, en cas de boulette, le service ne portera pas le chapeau. C'est exactement ça, ce qui n'empêchera pas ces types d'être très bien formés et entraînés. Et parfaitement insérés dans la société civile, ils ne seront appelés que ponctuellement. Ouais, lorsqu'il y aura une mission à accomplir. C'est ça. Ouais. Des tueurs invisibles, en somme. Mais bien sûr, ça c'est la théorie. Parce que dans les faits, les liens avec le service ne pourront jamais être tout à fait abolis. Ouais. Ne serait-ce que pour leur fixer leur mission. Et assurer l'indispensable logistique, argent, armes, documents d'identité, etc. Mais vous l'avez compris, l'idée essentielle qui préside à la création de la cellule alpha, c'est d'en faire un petit noyau quasi autonome et surtout indépendant de notre service de renseignement. Un des secrets les mieux gardés de la République, c'est ainsi que le journaliste Vincent Nouzil évoque l'existence de la cellule des tueurs alpha. Dans cet extrait de son ouvrage « Les tueurs de la République », il détaille leur mission. Traditionnellement, lorsqu'ils partent à l'étranger, les agents adoptent une identité fictive avec de faux papiers, un curriculum vitae qu'ils doivent maîtriser, une couverture que les experts appellent une légende, qui doit fonctionner le temps de la mission, de quelques semaines à quelques mois. Pour les alphas, explique un ancien cadre du service, il s'agissait d'imaginer des légendes beaucoup plus solides qui puissent fonctionner plusieurs années en créant des doubles vies complètes à des agents. Ceux-ci étaient ensuite destinés à être lâchés dans la vie civile et à être activés par le service de manière ponctuelle pour des entraînements ou des opérations réelles. Nous devions trouver des candidats discrets, fiables, malins, courageux. Les agents capables de telles immersions ne sont pas légion. Les hommes du service action à qui on confiait des opérations Homo étaient en général des militaires. Et ces tueurs alpha, alors? Ils ne seront pas forcément issus des rangs de l'armée, même si au départ, la difficulté de recruter ces hommes d'exception a nécessité de puiser d'abord dans le vivier militaire, mais ça n'a pas duré. Autre difficulté de taille. Ces individus susceptibles de plonger d'un instant à l'autre dans la clandestinité devaient être célibataires. Enfin, en dehors des qualités physiques exceptionnelles qui leur étaient demandées, il fallait aussi qu'ils aient un profil psychologique très solide. Des gens très stables. Et mentalement très forts, évidemment. Alors la mise en place et la constitution de cette cellule alpha commencent tout doucement tout au long de l'année 1986. Au printemps 1986, une première liste est établie. Elle compte moins de 5 noms. Ce qui montre la difficulté de trouver ces oiseaux rares. Tout à fait. Je peux vous dire qu'ils ne seront jamais plus d'une dizaine. Et combien de temps doivent-ils rester disponibles? Aucun délai n'a été fixé. Ainsi, certains de ces agents alpha demeureront actifs pendant 2, 3 ans et d'autres plus de 10 ans. Autre caractéristique, ces hommes ne forment pas un groupe. Ah oui, ils ne se connaissent pas les uns les autres. C'est ce que je voulais dire. Enfin, ils doivent être mobilisables à tout moment, soit pour subir un entraînement, soit pour effectuer une mission. Mais c'est sur le terrain qu'ils vont découvrir s'il s'agit d'un simple exercice ou d'une véritable opération visant à liquider un individu. C'est une façon aussi de les rendre constamment vigilants. Et prêts à passer à l'action sans savoir si c'est du vrai ou du faux, pour parler comme les enfants. C'est en effet l'objectif. Ouais. Et alors, qui les dirige ? La chaîne de commandement est excessivement courte. C'est le directeur de la DGSE qui les missionne, après avoir reçu des ordres de l'Élysée. Ensuite, bien sûr, il y a 1 ou 2 échelons intermédiaires, le chef du service action ou le directeur des opérations de la DGSE. À noter que le ministre de la Défense, qui est pourtant le tuteur officiel du service, est tenu dans l'ignorance, car tout est fait pour respecter un secret absolu. Donc,
pas de papier du style ordre de mission. Mais tout est oral. Oui, il ne faut pas laisser de traces. Et c'est aussi valable pour les agents alpha eux-mêmes. En opération, ils sont jetés dans la nature sans aucun filet de protection. Et donc, en cas de pépin, il leur faut se débrouiller eux-mêmes. C'est ça. Et ils ne peuvent pas en référer à la DGSE, qui officiellement ne les connaît pas. Et quand commence l'activité de cette cellule alpha là? Elle est opérationnelle au moment, en 1987-87, où la France est frappée par une vague d'attentats. Ouais, des attentats, on l'apprendra un peu plus tard, qui sont en réalité commandités par l'Iran. Oui, et sans que l'on sache exactement quelles ont été les cibles, il est probable que des terroristes proches ou moyen-orientaux ont été visés. Ouais, quoi, tués? Je n'en sais rien. Il faut aussi observer que l'époque était à la cohabitation et que ça a sans doute rendu plus délicat le mécanisme de la prise de décision. Mais dès la réélection de François Mitterrand en 1988, l'horizon s'éclaircit pour la cellule alpha dont le programme monte en puissance, en particulier au niveau de l'entraînement, et toujours dans la plus stricte clandestinité. Le cloisonnement fonctionne si parfaitement que même les agents du service action ignorent l'existence de la cellule alpha. Et quelles vont être les cibles? Les terroristes, toujours. Ceux qui ont perpétré les attentats des années 1980. Mais bientôt, il y en aura d'autres. Les islamistes issus de la guerre civile algérienne. Ouais, les membres du GIA. Qui vont essaimer en France. Et même frappés au milieu des années 90. En outre, vont être également visés des individus mêlés aux guerres de l'ex-Yougoslavie. Des criminels de guerre. Ou des trafiquants d'armes. Oui. Est-ce que ça se traduit par des assassinats ciblés? Pas obligatoirement. Parfois, il n'est pas nécessaire de neutraliser ces gens, pour parler par euphémisme. Que fait-on? On leur fait savoir qu'on n'ignore rien de leurs activités coupables, et ça suffit souvent à les calmer. Ah oui, parce qu'il n'y aura pas d'autres avertissements. C'est exactement ça. Et ce sont les agents de la cellule alpha là, qui sont chargés de distribuer ces avertissements gracieux mais menaçants? Oui. Après avoir effectué des repérages minutieux sur les agissements de ces personnages. Mais poursuivons. Après les dramatiques événements du 11 septembre 2001, c'est la lutte contre Al-Qaïda qui va principalement mobiliser la cellule alpha. En liaison avec les services états-uniens? Forcément, ouais. Même si la coopération entre services de renseignement n'exclut pas la méfiance. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Curieusement, on va avoir des lumières sur les activités de la cellule alpha un peu par hasard, grâce à une affaire qui n'a rien à voir avec les agissements des tueurs de la République, pour reprendre le titre du livre de Nouzille. Et ensuite, grâce à une grosse bourde commise par une équipe de ces mêmes personnages. Alors, par où commence-t-on? Par un étrange détour dans l'affaire Clearstream, vous vous souvenez? Ah bah oui, Clearstream, c'est d'abord la dénonciation par le journaliste Denis Robert de cette chambre luxembourgeoise de compensation dont les activités étaient suspectes, sinon malhonnêtes. Mais il y a aussi l'affaire dans l'affaire, la découverte sur les listings de Clearstream de noms de personnages politiques qui auraient détenu des comptes bancaires illégaux à l'étranger. Ouais, mais des noms ajoutés de façon maligne. Pour nuire, oui, mais n'y revenons pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'occasion, on parle beaucoup d'un homme de l'ombre. Je vois de qui vous voulez parler, le fameux général Rondeau, l'homme qui a kidnappé Carlos au Soudan. Et qui, toute sa vie, a collaboré avec les services secrets, tant intérieurs qu'extérieurs. Et donc, malgré lui, le discret général Rondeau a été mêlé à l'affaire Clearstream. Et on a découvert qu'il tenait au jour le jour des carnets, où il relatait ses rencontres et rendez-vous. Ce qui est quand même un peu bizarre pour un maître espion. Et Rondeau avait sans doute l'intention d'écrire pour l'histoire. Ouais, bon. Rappelez-moi, quelles étaient exactement ses fonctions à l'époque, c'est-à-dire au début des années 2000. Il était conseiller pour le renseignement et les opérations spéciales auprès du ministre de la Défense. D'abord le socialiste Alain Richard, puis l'UMP Michel Alliot-Marie, après 2002. Il avait donc accès à de nombre de précieux documents. Et à la lecture de ses carnets, même si ses notes sont parfois elliptiques, on comprend qu'il était tenu au courant des opérations les plus secrètes, en particulier à propos des missions projetées après le 11 septembre. On découvre, par exemple, que les ripostes, après consultation des services américains, sont déjà à l'ordre du jour, dès le 11 septembre au soir. Puis 2 jours plus tard, le 13 donc, Rondeau rencontre le président Chirac. Sont passés en revue un certain nombre de projets d'opérations secrètes. Puis le même jour, Rondeau évoque le sujet avec le général Dominique Champtiot, le directeur de cabinet du patron de la DGSE. Alors là,
on entre dans le concret. Oui, puisque d'éventuelles missions homo conduites par les commandos Alpha sont étudiées. Quelle était la position de principe de Jacques Chirac à propos de ces exécutions d'État? J'y viens, justement. Parce que, on va le voir, Chirac a été parmi tous les présidents de la Ve République celui qui a été le moins enclin à ordonner des assassinats. La preuve en est donnée le 17 septembre 2001. Là, toujours d'après les carnets Rondeau, là? Oui, ce jour-là, on discute à l'Élysée, en présence du Premier ministre Lionel Jospin et du ministre de la Défense Alain Richard, de l'opportunité de décider d'opération Homo. Or, d'après Rondeau, Chirac se prononce contre. Contre des assassinats, donc. Oui. Tandis que ces deux interlocuteurs seraient plutôt pour. Parenthèse. Quand ces carnets ont été publiés dans la presse, Jospin et Richard ont tous deux nié avoir approuvé des opérations Homo. En tout cas, il y a donc apparemment des accords au plus haut sommet de l'État. Et à quoi a-t-on abouti ce 17 septembre ? À l'organisation d'enlèvement de cadres identifiés comme appartenant à Al-Qaïda. La préparation, le ciblage et les opérations revenant aux alphas. En septembre 2009, le journaliste de Libération, Karl Lask, obtient une interview anonyme d'un ancien cadre des services secrets. Celui-ci évoque l'existence des équipes alpha. Je cite. Ces équipes existent parce que le président de la République a ce pouvoir. Un pays doit être en mesure d'exécuter ce type de mission. On est face à des atteintes aux intérêts stratégiques du pays. Ce sont des gens que l'on ne peut pas neutraliser autrement. Le président peut donc donner l'ordre au directeur de la DGSE d'exécuter une cible. Des gens sont prêts en permanence. Ils sont préparés et formés exclusivement à ça. Celui qui passe à l'acte ne sait pas sur qui. Il l'apprendra par le journal. Mais c'est une prérogative du chef de l'État. Question. Ce type d'opération échappe-t-il à tout contrôle ? Réponse. Le pouvoir politique en France ne l'assume pas. C'est un sujet tabou. Est-ce que le service d'action de la DGSE peut aller jusqu'au permis de tuer ? La question transcende les clivages politiques. Ce que les politiques n'osent pas dire, c'est qu'on peut tuer des gens. Cela veut dire qu'effectivement, le chef de l'État a un droit de vie ou de mort. Il y a une règle. Les opérations Homo ne s'appliquent qu'aux non-ressortissants. Toujours grâce au carnet du général Rondeau, on apprend que malgré les réserves de Jacques Chirac, la préparation des opérations Homo en Afghanistan s'accélère. Et dès le 28 septembre, elle se fait en liaison avec la CIA. D'ailleurs, bientôt un dialogue direct s'établit entre le ministre français Alain Richard et Paul Wolfowitz, le secrétaire adjoint à la défense des États-Unis. Au menu, toujours les missions Homo en Afghanistan. Et pourquoi la France est-elle si désireuse d'agir là-bas ? Paris entend essentiellement punir les assassins du commandant Massoud, tué 2 jours avant les attentats du 11 septembre. Ouais, parce qu'il existait un lien privilégié entre la France et cet ennemi des talibans. Oui. Mais les actions envisagées ne se limitent pas à l'Afghanistan. On va bientôt en avoir une preuve assez consternante. En avril 2002, très exactement. C'est-à-dire au pire moment, l'entre-deux tours de l'élection présidentielle de 2002. Et donc après l'élimination de Lionel Jospin au premier tour. Le pouvoir exécutif est donc déboussolé, même si l'équipe sortante assure le suivi des affaires. Alors cette bourde que je vous annonçais, le 18 avril 2002, un peu après minuit, une Audi 80 emprunte une voie interdite pour gagner l'autoroute de Barcelone, près de la ville de Manresa, en Catalogne. Elle est arrêtée par des agents des forces de l'ordre. Pour un contrôle. Le conducteur, un homme trapu, aux cheveux bruns et courts, présente un passeport français, au nom de Richard Pérez, né à Marseille en 1963. Il lui est demandé d'ouvrir le coffre arrière de la voiture. Et là, surprise, dans un tube en PVC de 20 cm de diamètre, les policiers découvrent plusieurs armes sophistiquées et divers matériels, GPS, boussole, émetteur, récepteur, etc. Et l'homme est conduit au poste. Naturellement. Et il est longuement interrogé. Et l'affaire se complique rapidement, car une femme, présentée comme son épouse, est interpellée. Elle déclare que son époux s'appelle en réalité Mohamed, ce que confirment d'autres papiers d'identité. Ouais, donc ça paraît louche, hein, et les armes et les faux papiers, enfin bon. Et comment l'interpeller se défend-il alors ? Mal.
Il invente une histoire sans queue ni tête. Je ne rentre même pas dans le détail. Ce qui est plus embarrassant, ce sont les nombreux appels qu'il reçoit sur son téléphone portable. Tous émanant de cabines publiques de Barcelone. Des appels qui permettent à la police de mettre la main sur leur auteur, un certain Richard Piazzol, habitant Paris. Encore une identité fictive? Vraisemblablement. Les deux hommes sont donc placés en garde à vue, incarcérés et inculpés pour possession d'armes prohibées. À qui la justice espagnole pense-t-elle avoir affaire alors? À des trafiquants ou à des terroristes. En tout cas, de nombreuses investigations sont lancées, tandis qu'à Paris, on est sérieusement ennuyé. Et le mot est faible. Oui, parce que ces deux hommes sont donc des alphas. Et selon les principes de fonctionnement de la cellule, il est impossible d'agir en leur faveur. Car pour les services, ce sont théoriquement des inconnus. Oui. Mais que faisait-il en Espagne? C'est un des mystères de cette affaire. S'agissait-il d'une mission d'entraînement? Ou avait-il un objectif précis à remplir? Une exécution, par exemple? Oui, on ne le saura jamais. En tout cas, comme l'affaire semble prendre de l'ampleur au ministère de la Défense, on commence à bouger. On la prend grâce, une nouvelle fois, au carnet du général Rondeau. Ah oui, qui va être amené à intervenir. En effet, car en dépit du changement de majorité, il a gardé son poste au ministère de la Défense. Observons que cette affaire tombe au moment où la DGSE est secouée par l'histoire du conte japonais de Chirac. Et le président a été ulcéré par le fait que des agents de la DGSE auraient enquêté sur ce mystérieux conte. Et il va faire le ménage, en remplaçant d'abord son directeur. Et c'est Rondeau qui est non seulement chargé de trouver un nouveau titulaire, mais qui doit aussi mener une enquête sur cette affaire du conte japonais. Décidément, c'est un homme indispensable. Mais semble évident, car c'est lui aussi qui va essayer de récupérer les deux alphas emprisonnés en Catalogne. Oui, mais comment procéder? Un émissaire est envoyé à Barcelone. Il explique aux enquêteurs que les deux hommes sont des fonctionnaires français qui effectuaient simplement un exercice de transport d'armes du sud de la Catalogne vers la France. Mais c'est cousu de fil blanc. Et le juge refuse de libérer les deux Français. Il est même très énervé par la mauvaise foi de l'émissaire. Bref, ça ne marche pas. Bien au contraire. En même temps, les enquêteurs catalans commencent à se dire que les deux suspects sont des agents en mission et qui devaient exécuter une cible islamiste dans un bar de Barcelone. En toute illégalité. Même si, peut-être, les services de Madrid étaient au courant. Mais vous le savez, entre Madrid et Barcelone, ça n'est pas le grand amour. À Paris, la DGSE a un nouveau patron, Pierre Brochant, qui découvre une maison mal en point après l'histoire du conte japonais et de la purge qui a suivi. D'où sa volonté de régler au plus vite l'affaire catalane. Rondeau, toujours à la manœuvre, se rend à Barcelone pour rencontrer le procureur général. Une version officielle a été mise au point. Les deux agents effectuaient un exercice en situation réelle, ce qui explique la présence d'armement. Et ça convainc le magistrat? En tout cas, il fait semblant. Mais il faut aussi dire que Paris a exercé de nombreuses pressions sur Madrid, au nom de la lutte commune qui doit être menée contre le terrorisme. Quoi qu'il en soit, contre un engagement sur l'honneur que les deux prévenus seront présents lors de leur procès, les deux membres de la cellule Alpha sont libérés en octobre. Donc le dossier n'est pas clos. Et malgré tous les efforts diplomatiques et autres, catalans et espagnols ne veulent pas céder. Et en septembre 2003, la date du procès approchant à Paris, on ne sait toujours pas comment se sortir de cette affaire qui mobilise maintenant tout l'exécutif et les services secrets. Et la solution alors? On va laisser l'opération pourrir, parce qu'il apparaît que la justice espagnole ne croit pas un instant à la version française. Celle de l'exercice. Et donc de la simulation d'une opération réelle. Pour la justice, les deux agents français étaient bien là pour tuer quelqu'un. Conséquence, le procès s'ouvre au début 2004. Et puisque, contrairement à la parole donnée, les inculpés ne se présentent pas, ils sont jugés par contumace et écopent de 7 ans de prison. Ils pourraient donc faire l'objet d'un mandat international. Oui. Et pendant un moment, il a été question de les exfiltrer à l'étranger sous une fausse identité. Mais finalement, ça s'est arrangé. Et comment, alors? Sans doute par une négociation souterraine. Rondeau a fait comprendre aux Espagnols que la justice française conservait des dossiers très compromettants sur les commandos anti-basques des Galles. Ces tueurs qui avaient liquidé des militants basques sur le sol français. Donnant, le dossier judiciaire des deux agents français a été refermé en 2009. Mais cette malencontreuse affaire a contraint le pouvoir et la DGSE à mettre la cellule Alpha provisoirement en sommeil.
Et elle n'est redevenue progressivement opérationnelle qu'à partir de la fin 2004, lors des enlèvements de nos concitoyens en Irak. Et plus récemment, alors? Oh, les cibles ne manquent pas, d'autant que le pouvoir déjà sous Sarkozy, et encore plus sous Hollande, s'est décidé à changer de stratégie lorsque ses intérêts ou ses concitoyens étaient menacés. C'est-à-dire? Des représailles sont immédiatement engagées. Ah oui, la riposte immédiate. Oui, et on l'a constaté à plusieurs reprises ces toutes dernières années. Ainsi, lorsque certains de nos compatriotes ont été enlevés au Niger, la poursuite des preneurs d'otages a été aussitôt entreprise. Oui, mais 2 des otages ont été tués. C'est vrai, mais c'est le risque à prendre. En Somalie aussi, les responsables de l'enlèvement de 2 Français qui se sont avérés être des agents de la DGSE ont été, autant qu'on puisse le savoir, repérés et liquidés. Et puis, il y a le Mali. Bien sûr, à l'initiative de François Hollande, il a été établi une liste de chefs terroristes d'AQMI qui devaient être éliminés en priorité. Et certains l'ont déjà été? Oui, quelques-unes de ces cibles de haute valeur, pour reprendre une expression américaine, ont été frappées, comme le terroriste Abu Zaid. Il ne fait nul doute que le célèbre Mokhtar Belmokhtar doit figurer en bonne place sur la liste de Hollande. Parfois aussi, le traitement de ces cibles a été sous-traité aux Américains et à leurs redoutables drones tueurs. Donc la cellule alpha est toujours en activité? Assurément. Et tenez, il m'étonnerait qu'elle ne soit pas intervenue lors de la mort de Kadhafi. Expliquez-moi, là. Pour Sarkozy, et contrairement à ce qui a toujours été prétendu devant les instances internationales, la finalité de l'intervention en Libye, c'était la liquidation de Kadhafi. Alors, non seulement un avion français a propulsé une bombe de 250 kilos sur le convoi automobile dans lequel il avait pris place, mais il est quasi certain que des agents français se trouvaient sur le terrain. Ont-ils contribué à achever le dictateur? Le mystère demeure.